Dans l'imaginaire ou la réalité, il est des lieux qui nous font rêver, et qui peuvent faire tourner les têtes. Pour bon nombre d'entre nous, Hollywood, symbole de richesse et de réussite, en fait certainement partie. La Cité des Anges a cependant également son côté sombre. Les étoiles sur le Hollywood Walk of Fame se comptent par milliers. Certaines étoiles pourtant, n'ont pas eu le temps de briller et disparaissent à tout jamais. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean Spengler, la starlette disparue. Los Angeles est la ville qui peut transformer vos rêves en réalité. Mais pour un rêve réalisé, combien de rêves brisés, d'histoires perdues ou de talents gâchés? Le sol d'Hollywood est jonché de ces tragédies, et hanté par la mort. C'est encore plus vrai à l'âge d'or du film noir. Les années 1940 furent une période sombre à Hollywood, et à Los Angeles en général, avec une criminalité endémique, un département de police corrompu, apparemment incapable ou peu disposé, à mettre un terme à la violence insensée, qui avait coûté d'innombrables vies. Parmi toutes ces vies perdues, se trouvait un grand nombre de femmes. Un effet secondaire de la Deuxième Guerre mondiale, était la prolifération des armes dans les rues. On retrouvait, aux côtés des proxénètes et des gangsters, des hommes brisés, cassés par la guerre. Le monde souterrain semblait régner en maître. Cela ne veut pas dire que ce côté obscur enveloppait complètement la ville, de nombreux citoyens vaquant librement à leurs occupations quotidiennes, et certains trouvant même le succès auquel ils aspiraient. L'une de ces femmes était Jean Spengler, qui, à 26 ans, faisait ses preuves parmi les stars, aux côtés de Kirk Douglas et Betty Grable. Mais un jour fatidique d'octobre 1949, elle disparut dans les airs, et ne fut plus jamais revue. Alors que le nom de Douglas est évoqué dans les enquêtes, et que le spectre des avortements clandestins fait surface, la disparition de Jean Spengler est l'un des plus grands mystères de la longue histoire d'Hollywood. Jean Spengler est né le 2 septembre 1923 à Seattle, avant que sa famille ne déménage à Los Angeles. Elle a fréquenté le lycée Benjamin Franklin, à seulement 11 km du centre-ville. Pendant son adolescence, elle a dansé au Earl Carroll Theatre et au Florentine Gardens, un club où travaillera un jour Elizabeth Short, le Dahlia noir. En 1942, elle épouse Dexter Benner. De cette union naîtra une fille, Christine, née en 1944. Le mariage n'est pas heureux, et le couple divorce en 1946, Spengler accusant son mari de cruauté. Malgré cela, Benner a obtenu la garde temporaire de leur fille, et a affirmé que son ex-femme préférait les parties aux priorités. Il a refusé que Jean voie sa fille à 23 reprises, et a même menacé de régler le problème pour qu'elle ne puisse plus jamais la voir. Après une longue bataille juridique, qui ne prit fin qu'en 1948, Jean a obtenu la garde de l'enfant. La même année, elle a fait ses débuts au cinéma, avec un rôle de figurante dans le film The Miracle of the Bells, produit par RKO, et interprété par Frédéric McMurray. Elle enchaînera d'autres rôles de figurante au cours des années suivantes, apparaissant dans des films comme When My Baby Smile at Me et Chicken Every Sunday. Elle a terminé le tournage de Young Man with a Horn, au cours duquel elle est apparue dans une scène avec le jeune Kirk Douglas. Le casting comprenait également Lauren Bacall et Doris Day. Elle a également joué dans le film The Petty Girl. Le tournage du film a commencé le 6 septembre 1949, avec Robert Cummings et Joan Caulfield dans les rôles principaux. Jean a fait une forte impression sur Cummings, et les deux ont échangé des propos agréables. Bien que sa carrière n'était composée que de petits rôles jusqu'à ce moment-là, elle a trouvé un nouvel agent, et il semblait que le ciel devenait plus bleu pour Jean. Durant cette période, elle vivait avec sa fille et sa mère Florence. Sa belle-sœur Sophie lui rendait également visite, son frère était mort pendant la guerre. Elle vivait dans le vaste complexe de Park La Brea, près de Wilshire Boulevard, l'un des plus grands complexes résidentiels du pays. Le 7 octobre 1949, vers 17h30, Jean est partie pour rejoindre son ex-mari. Elle a confié sa fille à sa belle-sœur, sa mère étant absente de la ville.
Benner était en retard pour payer la pension alimentaire. Il semblait que la rancœur, liée au divorce et à la bataille pour la garde de l'enfant, ait persisté. Jean a déclaré qu'après avoir réglé les affaires de pension alimentaire avec son ex-mari, elle se rendrait au travail pour un tournage de nuit pour le nouveau film dans lequel elle était engagée. Un peu plus tard, Jean a appelé Sophie et lui a dit qu'elle serait absente toute la nuit, le tournage devant durer 8 heures. Elle a également parlé à sa fille durant l'appel. Ce fut la dernière fois que l'on entendit la voix de Jean Spengler. Le lendemain, les heures passèrent, mais elle ne rentra pas chez elle. Inquiète, Sophie contacta la police. Le premier point à vérifier pour l'enquête de police était de découvrir où Jean avait tourné la nuit de sa disparition. L'angoisse fit place à la peur lorsque la police établit qu'elle n'avait travaillé pour aucun studio de Los Angeles cette nuit-là. L'alerte fut immédiatement donnée. Les 2 studios qui employaient Jean affirmèrent qu'en aucun cas, elle aurait pu travailler dans un quelconque autre studio. Interrogé par la police, son ex-mari a affirmé n'avoir eu aucun rendez-vous avec elle, et qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs semaines. Il a déclaré qu'il était resté à la maison toute la soirée, au moment de sa disparition. Sa nouvelle épouse, Lynn, a confirmé son récit. La police a rapidement trouvé un témoin, qui a juré avoir vu Jean au marché fermier non loin de chez elle vers 18 heures. Le témoin, un employé de magasin, a déclaré qu'elle semblait attendre quelqu'un, suggérant qu'elle avait peut-être utilisé l'endroit comme rendez-vous, et qu'elle ne souhaitait pas le faire devant sa propre maison. Jean aurait attendu 2 heures, durant lesquelles elle a apparemment utilisé un téléphone. Peut-être s'agissait-il du coup de fil qu'elle a passé à la maison. Bien qu'il s'agisse de la dernière observation confirmée, certains pensent avoir vu Jean vers 22 heures, en train de manger des hot-dogs avec un homme à l'allure soignée sur Wine Street. Elle semblait de bonne humeur et pas du tout en détresse. Cependant, après avoir été interrogés par la police, les témoins, qui étaient de bonne foi, ont avoué s'être trompés. En fait, ils avaient bien vu Jean, mais c'était le 6 octobre, soit un jour avant sa disparition. Un autre témoin assure l'avoir vu en compagnie d'un homme bien habillé, au restaurant Cheesebox vers 1h30 du matin le 8 octobre. Un autre témoin, du nom de Al Lazar, a déclaré que Jean s'était disputé avec 2 hommes dans l'établissement vers 2h30 du matin. Terry Taylor, le propriétaire, a également vu Jean en compagnie de cet homme élégant. Un vendeur de journaux a également confirmé cette observation. 2 jours plus tard, le sac à main de Jean a été retrouvé dans le parc Griffith, à environ 8 km de son domicile. La sangle du sac à main était déchirée, comme c'est souvent le cas lors d'un vol à l'arraché. La police s'est immédiatement rendue dans le parc pour rechercher d'autres indices, mais n'a rien trouvé. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle aurait été victime d'un tueur en série, une hypothèse qui prit naissance dans la presse de Los Angeles, mais qui n'était pas fondée. Les journaux avançaient que ce tueur en série était également responsable de la mort d'Elizabeth Short, et de nombreux autres meurtres de femmes au cours de la dernière décennie, pour la plupart jeunes, brunes et attirantes, tout comme Jean Spengler. Rien ne semblait manquer dans le sac. Cependant, les enquêteurs ont découvert une note curieuse et mystérieuse. Elle était apparemment adressée à une personne prénommée Kirk. Elle évoquait également une visite chez un certain Dr Scott, et semblait inachevée, se terminant par une virgule. Voici précisément ce qui était écrit sur cette note. Kirk, je ne peux plus attendre, je vais voir le Dr Scott. Cela fonctionnera mieux de cette façon, pendant que ma mère est absente. Une note vraiment étrange, vous en conviendrez. Personne dans la famille de Jean n'avait entendu parler d'un Kirk ou du Dr Scott, jusqu'au retour de Florence, la mère de Jean. Elle rapporta que quelqu'un nommé Kirk était venu chercher sa fille à la maison à 2 reprises, préférant attendre dans la voiture. Jean venait de terminer son tournage en tant que figurante, dans le drame musical de Michael Curtiz, Young Man with a Horn, et pendant le tournage, elle avait partagé une scène avec la star du film, Kirk Douglas. La police n'a pu trouver aucun autre Kirk associé à Jean. Ayant lu cette note dans la presse, Kirk Douglas a immédiatement contacté la police pour mettre les choses au point, niant connaître Jean Spengler. Ce qui a soulevé la question suivante.
S'il ne la connaissait pas, était-il vraiment le Kirk de la note manuscrite? Interviewé en détail par téléphone, Douglas a déclaré qu'il avait parlé et plaisanté un peu avec elle sur le tournage du film. Il a nié l'avoir rencontrée en dehors du tournage, et a déclaré qu'il était à Palm Springs lorsque Gene Spengler a disparu. J'ai dit au chef détective Tad Brown que je ne me souvenais pas de la fille, ni de son nom, jusqu'à ce qu'un ami se rappelle qu'elle avait travaillé comme figurante, dans une scène avec moi dans mon film. Je me suis ensuite souvenu qu'elle était plutôt grande, et qu'elle portait une robe verte. Je le répète, j'ai juste discuté et plaisanté un peu avec elle sur le plateau. Je ne l'ai jamais vue avant ou après cela, et je ne suis jamais sorti avec elle. Déclaration de presse de Kirk Douglas, 12 octobre 1949. Après avoir écarté Kirk Douglas des suspects, la police a élargi les recherches pour retrouver le véritable Kirk. Après avoir interrogé ses amis, il est apparu qu'elle s'était peut-être engagée dans une liaison secrète. Robert Cummings a déclaré à la police que Gene lui avait dit qu'elle était engagée dans une relation occasionnelle, sans révéler le nom de l'homme, mais en affirmant qu'elle passait les meilleurs moments de sa vie. L'enquête a démontré plus tard que cet homme était un écrivain du nom de Peter Brook, apparemment sans rapport avec l'affaire. La chasse au véritable Kirk continuait. La police a avancé une nouvelle hypothèse lorsqu'une de ses amies a déclaré que Gene était enceinte de 3 mois et qu'elle pensait avorter. D'autres amis ont nié cette version des faits, mais il faut reconnaître qu'en 1949, une femme n'aurait pas parlé ouvertement de ce sujet. La police pense que toute l'histoire de sa rencontre avec son ex-mari et de son travail nocturne pourrait n'être qu'une ruse. Dans leur esprit, Gene cherchait à avorter et était prête à voyager pour le faire. À l'époque, l'avortement était illégal. La police a rapidement relié le docteur Scott à ces allégations, la lettre étant censée informer Kirk qu'elle allait avorter pendant que sa mère était hors de la ville. La police a interrogé tous les docteurs Scott à Los Angeles, et tous ont nié connaître Gene Spengler. La possibilité d'un avortement qui aurait mal tourné, et au cours duquel Gene serait morte, était tout à fait plausible. Si tel avait été le cas, il semble probable que le nom de Dr Scott n'était qu'un pseudonyme, car rares étaient ceux qui auraient accepté d'associer leur véritable nom à une telle entreprise. En effet, il était difficile de trouver un véritable médecin enclin à pratiquer un avortement, ceux qui étaient prêts à risquer leur réputation et leur liberté n'étaient pas légion. Pourtant, cette théorie n'était pas vraiment satisfaisante. Si Gene avait été victime d'un avortement raté et que son corps avait été ensuite éliminé, pourquoi son sac à main avait-il été retrouvé à Griffith Park, surtout avec la note qu'il contenait? Une autre théorie a été avancée, liant Gene au milieu criminel d'Hollywood, et même au meurtre du Dahlia Noir, étant donné qu'elle avait travaillé à la discothèque Florentine Gardens, propriété de l'homme d'affaires danois Mark Hansen. Des témoins affirmaient que Mark Hansen faisait souvent des avances sexuelles aux femmes qui travaillaient pour lui, y compris à Elizabeth Short, qu'on retrouvera mutilée et coupée en deux en 1947. Parmi les habitués du Florentine Gardens, on trouvait le gangster Mickey Cohen. Bien qu'il n'y ait jamais eu d'indice d'un lien entre le crime organisé et le club, on pense que des pots de vin étaient régulièrement versés au département de police de Los Angeles, pour qu'il ferme les yeux. Cette théorie était également bancale. Gene n'avait pas retravaillé au Florentine Gardens depuis son adolescence, et rien ne prouve l'implication de Mark Hansen dans le meurtre du Dahlia Noir. Le club était un endroit branché, fréquenté par toutes sortes de clients, au-delà de Cohen et de ses semblables, y compris des stars d'Hollywood. Une autre piste intéressante vit le jour. L'histoire d'un homme connu sous le nom de Doc, qui fréquentait les mêmes clubs que Gene. Des rumeurs circulaient à propos de Doc, rapportant qu'il était prêt à pratiquer des avortements gratuitement. La police s'est demandé s'il pouvait s'agir du même Dr Scott que celui mentionné dans la note inachevée. L'enquête a révélé que cet homme, que l'on surnommait Doc, était en réalité un ancien étudiant en médecine, fils d'une riche famille. Une autre théorie a été avancée. Davy O'Gould était un gangster, ami de Mickey Cohen, selon certaines rumeurs. Il a disparu le jour même où le sac à main de Gene Spengler a été retrouvé. Apparemment, O'Gould était un autre petit ami secret de Gene. Des témoins oculaires ont vu Gene et O'Gould ensemble à Palm Springs et à Las Vegas,
le duo était accompagné d'un autre associé de Cohen, Frank Nicoli. Ogle était inculpé de complot au moment de sa disparition, et certains pensent que les deux hommes ont pris la fuite pour éviter une condamnation attendue. Nicoli avait également mystérieusement disparu le 2 septembre. En 1950, un agent des douanes d'El Paso, au Texas, a déclaré avoir vu Gene Spengler et Davy Ogle dans un hôtel, les identifiant à partir d'une photo. Florence, la mère de Gene, croit fermement que sa fille est morte. Elle déclare « Je suis sûre qu'elle aurait communiqué avec nous si elle avait été vivante et libre. Et jamais elle n'aurait abandonné son enfant à moins d'y être forcée. » Dans les années qui ont suivi sa disparition, la garde de Christine a été à nouveau confiée à son ex-mari. Il a mené une nouvelle bataille pour la garde, cette fois avec Florence. Après avoir refusé les visites, il a été condamné à 15 jours de prison et a fui l'État avec sa fille, s'installant en Floride. La disparition de Gene Spengler est intrigante, en raison du grand nombre de possibilités qui existent dans cette affaire, avec des preuves pointant dans toutes les directions. Elle était peut-être enceinte et est morte des mains d'un médecin avorteur. Elle a peut-être aussi été la proie d'un tueur en série, ou d'un simple agresseur qui s'est débarrassé du corps. Certains pensent que son ex-mari avait des intentions meurtrières, tandis que d'autres se tournent vers Hollywood ou la pègre de Los Angeles. Il semblerait même que Gene ait abandonné ses rêves de célébrité, pour s'enfuir avec un petit ami voyou, vivant potentiellement jusqu'à un âge avancé au Mexique. Les théories sont innombrables, et les personnes impliquées dans l'affaire ne sont plus là pour témoigner. À moins qu'un corps ne soit retrouvé, ou que de nouvelles preuves ne soient révélées, il semble fort probable que Gene Spengler restera comme une étoile filante, qui un soir d'octobre a traversé le ciel hollywoodien pour disparaître à jamais.